Chers amis zélés de la France éternelle, bonjour. Dans cette session numéro 2, il s'agit de s'intéresser à l'État républicain dont la puissance, l'influence et les dérives qui en résultent impactent lourdement le quotidien de chaque citoyen français et aboutit, à court ou moyen terme, à mettre en danger l'existence de la France. On a toujours hésité sur les causes multiples qui ont déclenché la Révolution française. On a évoqué la famine, le pacte des famines, des conditions climatiques défavorables ayant entraîné de mauvaises récoltes et la montée des prix suivie d'insidieuses spéculations. Mais aussi la crise financière provoquée par la ou les guerres dites de 7 ans et l'expédition controversée de Lafayette au secours des futurs États-Unis d'Amérique, tout cela ayant obéré le trésor royal. Mais encore, un certain affaiblissement de l'Église catholique, traversé par des courants hérétiques comme la réforme protestante, le jansénisme, qui menaçait l'unité de la vénérable institution cofondatrice de la France, ainsi qu'une dégradation de son influence due au relâchement général de son personnel religieux, évêques de cour, ordre monastique, curés des villes et des campagnes. Toutefois, deux phénomènes apparaissent nettement au-dessus des autres pour avoir largement contribué à provoquer et alimenter la conflagration révolutionnaire. Le rôle très agressif et déterminé des parlements de province réunis en états généraux. Puis, la faiblesse, disons-le, scandaleuse du roi Louis XVI face aux événements et son impuissance à juguler la crise générale du régime. Il est important de rappeler quelques éléments historiques. Sous l'Ancien Régime, les rois gouvernaient le royaume de France au sein d'une société divisée en 3 ordres. La noblesse, le clergé, le tiers-état. Ce dispositif immuable reprenait, tout en les adaptant, les mêmes principes en vigueur au Moyen-Âge. Oratores, bellatores, laboratores. Autrement dit, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. À cette différence que l'État royal, se centralisant au rythme du temps et de l'extension de ses prérogatives, avait, à la veille de la Révolution, affaibli le pouvoir des grands seigneurs du royaume. En 1789, les députés du tiers-État réunis à Versailles font tomber la monarchie franque après 13 siècles d'une brillante et glorieuse histoire. La monarchie absolue est transformée en monarchie constitutionnelle avant de devenir république 3 ans plus tard, en 1792. Elle ne le sera définitivement qu'en 1870, puis, sur la lancée, il transforme les États généraux en Assemblée nationale constituante pour donner une constitution à la France après s'être réunis à la salle du jeu de paume. Il s'était réfugié dans cette salle de jeu privée à la suite de la tentative du roi d'interdire la réunion et de mater la rébellion. On peut parler d'un véritable coup d'État que ne saura parer Louis XVI et devant lequel il se soumettra assez piteusement. Le tiers-État réunira 576 députés, dont 230 magistrats, 200 avocats, 60 commerçants et banquiers. Le reste des députés seraient répartissant entre professions diverses, dont des officiers ministériels et publics, disons des hauts fonctionnaires, des artisans, une vingtaine de futurs curés assermentés, des enseignants, des journalistes, des artistes, 2 agriculteurs, 0 ouvriers. 2 constats s'imposent ici. Dans leur langage, les révolutionnaires avaient l'habitude de traiter les rois de France, dont Louis XVI, le dernier régnant d'entre eux, de tyrans. C'était le cas de Robespierre. Réfléchissons un instant. En 1789, quelqu'un peut-il dire dans quel pays du monde autant de représentants de la loi, juges et avocats, composant les 3/4 du Parlement, pourraient se dresser contre celui ou ceux qui leur avaient donné les moyens d'exister et d'exercer la justice si le royaume de France avait été réellement sous la coupe d'un tyran. Le royaume était constitué sur de solides fondements juridiques et le fameux « car tel est notre plaisir » signifiait l'affirmation du caractère absolu de la royauté.
En janvier 1789, quelques mois avant les événements, était publié un libelle posant clairement la question. Qu'est-ce que le tiers-État? L'auteur, un prêtre, l'abbé Sieyès, en 1793, il renoncera à ses fonctions ecclésiastiques, commet dans un pamphlet de plusieurs dizaines de pages une charge magistrale contre la noblesse et les privilèges. Curieusement, il en exclut le clergé, l'ordre auquel il appartient, et encore plus bizarrement, la bourgeoisie. Le mot n'apparaît même pas dans le texte. Si son opuscule avait été publié aujourd'hui, on pourrait dire que sa critique de la monarchie peut s'appliquer à la République, comme cet extrait le suggère, je cite, « A-t-on remarqué que dès que le gouvernement devient le patrimoine d'une classe particulière, il s'enfle bientôt hors de toute mesure. Les places s'y créent, non pour le besoin des gouvernés, mais pour celui des gouvernants. » Si, mon père, nous l'avons remarqué, nous l'avons beaucoup remarqué. Alors qu'est-ce que le tiers-État? Posons-nous la question avec ce religieux défroqué. La réponse est celle que son opuscule ne nomme jamais, la bourgeoisie. Et c'est là que réside le malentendu, pour ne pas dire l'escroquerie. Justement, la République française est un système politique fondamentalement bourgeois, intégralement issu de la bourgeoisie maçonnique elle-même et de ses intérêts. Elle n'est que le produit d'une usurpation de légitimité s'appuyant sur l'ensemble des masses populaires représentées par le monde du travail, agriculteurs, artisans, ouvriers. Elle s'est autoproclamée le peuple, alors qu'elle n'en est qu'une fraction à peine visible. La bourgeoisie s'est appropriée la souveraineté incarnée par le peuple, n'hésitant pas à se revendiquer représentante unique des 96 centièmes de la nation, comme le répétaient à tout propos les députés du tiers. C'est-à-dire que la bourgeoisie, qui ne pesait pas plus de 3% de la population, s'arrogeait la prétention de représenter 96% du peuple français et de parler en son nom. Il n'employait jamais le mot bourgeoisie, celle-ci étant très mal vue de la population. Conclusion de ces observations. L'histoire officielle de la République et de la Révolution française ment. 1. Le peuple français n'a rien à voir avec la Révolution française. Il n'en a jamais été l'initiateur. Il a été celui qui en a subi les atrocités. Si au début, les Français souhaitaient des réformes, ce qui n'est point contestable, ils n'ont pas accepté le tour violent, sanguinaire que la Révolution a pris, poussant son côté destructeur jusqu'à éradiquer les symboles visibles, spirituels et moraux de son passé historique. Le peuple français n'était pas révolutionnaire. 2. La Révolution française a été le fait d'une cohorte d'hommes de loi issus de la bourgeoisie de robe, on les appelait aussi les Robins ou la Basoche. Ils ont imposé la République et lui ont donné tout de suite un caractère de judiciarisation punitive, obligeant les Français à choisir entre se soumettre ou mourir. On peut parler de la République française comme d'une république des juges, la tyrannie des juges. Qu'en est-il aujourd'hui de la bourgeoisie en 2025, 155 ans après l'instauration définitive de la République? Elle est l'héritière directe de la Révolution. Elle a réussi pleinement ses objectifs subversifs: détruire la monarchie, l'Église catholique, la famille. Elle est actuellement en train d'aboutir à son projet final: détruire la nation française. Elle contrôle actuellement la société dans sa totalité. Elle gouverne par l'intermédiaire de 3 idéologies fondamentales: le socialisme, le communisme, le libéralisme, qui forment ce qu'ils appellent la démocratie, laissant aucune autre vision du monde s'interposer en contre-pouvoir, seule une opposition alternative contrôlée, interne au système, étant tolérée. Telle est la République. Cette bourgeoisie républicaine se divise en plusieurs tendances sociales. Nous allons essayer de la représenter par répartition, non pas idéologique, mais socio-économique. D'un côté, la bourgeoisie entrepreneuriale, sociotype unique. De l'autre, sur mon côté gauche, vous avez ce que j'appelle la bourgeoisie ancillaire. Ancillaire, c'est-à-dire la bourgeoisie d'État de service
en bref, la fonction publique. Le terme ancillaire est plus connu par l'expression « les amours ancillaires » à propos des familles bourgeoises, parfois des grandes familles nobles, qui faisaient dépuceler leurs ados par les bonnes de la maison. Enfin, c'est ce qui se dit. Donc, si vous suivez bien, vous comprenez que je ne parle pas d'une division idéologique, mais bien d'une division sociale au sein même de la bourgeoisie. La bourgeoisie ancillaire est elle-même divisée en 4 sous-sociotypes. 1. La fonction publique de terrain. 2. La fonction publique de bureau. 3. Le parapublic, les ordres professionnels ou certaines institutions comme la sécurité sociale par exemple. 4. Le peuple des bas-fonds, le cloaque sociologique, la cour des miracles, de luxe, des cultureux, des guitareux, des gribouilleux, tous ceux qui vivent de subventions et subsides de l'État d'une manière ou d'une autre, sans contrepartie active réellement utile pour la société, à commencer par le nébuleux système associatif subventionné ou ce qu'il faut bien appeler le parasitisme social organisé. Enfin, il y a une troisième bourgeoisie, mélange des deux premières, les communicants ou porte-parole, ceux qui portent la voix, transmettent l'information, le savoir, la culture, la justice, exerçant une influence publique, un incontestable pouvoir moral et idéologique sur l'esprit des gens, journalistes, enseignants, juges, avocats, politiciens, etc. Une chose est claire et sans appel, la deuxième bourgeoisie, l'ancillaire, n'existe et ne peut exister que par l'impôt, c'est-à-dire par les ressources publiques prélevées sur la valeur ajoutée produite par le secteur marchand exclusivement issu de la bourgeoisie entrepreneuriale. Donc on voit bien la différence entre les actifs productifs et les actifs non productifs qui ne vivent que des premiers. Certes, il y a beaucoup d'interprétations entre les deux bourgeoisies entrepreneuriales et ancillaires. Ils sortent souvent des mêmes écoles et sont parfois liés par les marchés, mais la distinction est prégnante. L'une ne vit que de l'autre et par l'autre. L'inverse n'est pas possible. Tout cela est bon à savoir pour bien comprendre l'ordonnancement des priorités et des légitimités dans l'organisation d'une société étatique. Lorsque le poids des actifs non productifs rattrape le poids des actifs productifs et le dépasse, cela veut dire que nous sommes entrés dans un système politique communiste. Maintenant, passons au cadre chronologique que j'avais défini par rapport à mon âge dans la session numéro 1 du Boomer déchaîné. Nous allons donc aller de 1945 à 2025, soit une période étalon de 80 ans. 1945, date de ma naissance. C'est la fin de la guerre et la libération. Les casques à pointe sont rentrés chez eux après 3 petits tours assez destructifs in Frankreich. Je rappelle que la Seconde Guerre mondiale est encore l'œuvre de la gauche, de la maladresse diplomatique du Front populaire. Après l'épuration mise pudiquement sous le tapis, c'est le temps des gouvernements de la libération. Le général de Gaulle va faire une chose qui, dans la suite des ans, va gravement obérer l'avenir de la France. Au titre de la résistance, il récupère auprès de Staline le chef du Parti communiste français, Maurice Thorez, dit le fils du peuple, et le réhabilite. Or, Thorez, après s'être vu retirer la nationalité française, était tombé sous le coup d'une probable condamnation à mort par contumace pour cause de désertion, terrorisme, sabotage. Son avenir, c'était la cour martiale suivie du peloton d'exécution. Au lieu de cela, il deviendra ministre de la fonction publique avec un rang de ministre d'État. N'oublions pas qu'en 1945, le Parti communiste était devenu le premier parti politique de France avec 28% des suffrages et fait résistance. Que Thorez ait obtenu le ministère de la fonction publique n'est pas un hasard, mais un calcul. En prenant la tête de l'institution, il faisait entrer de plein pied le Parti communiste dans l'État français. Il sera à l'origine du statut de la fonction publique qui porte encore son nom, statut Thorez. Ce statut sera réformé sous Mitterrand, on se doute dans quel sens, par le ministre délégué de la fonction publique, Anicet Le Pors, lui-même communiste. Paradoxalement, c'est le président du Conseil, le socialiste Paul Ramadier,
qui expulsera les communistes du gouvernement, ils étaient ingérables et faisaient obstruction au plan Marshall. Ils ne seront restés au total qu'une quinzaine de mois, mais suffisamment pour mettre un pied dans la porte, infiltrer l'État français et tenter des menées insurrectionnelles pour prendre le pouvoir. Ils se retrouveront quelques décennies plus tard avec les socialistes pour aggraver le mal. À noter que Thorez s'emploiera à exiger que le traitement des fonctionnaires soit de 30% supérieur au salaire des ouvriers. Faut-il faire un dessin ? J'ignore ce qu'il en a été dans la réalité. 1968, j'ai 23 ans. Pour moi, De Gaulle, c'est 50-50. Mais je passe sur la période. Doté d'une voiture de fonction, je suis de bout en bout, in situ dans Paris, les événements fatidiques de mai 68. Je précise, hors horaire de travail. Fatidique car, à partir de ce moment, toutes les composantes de notre civilisation française vont voler en éclats. La famille, la nation, le rabaissement de la foi catholique déjà largement enterré par le Concile Vatican II, le respect des anciens, des hiérarchies, l'émancipation des femmes, pure fantasmagorie, l'amour libre et les conséquences de ces débordements qui ne tarderont pas à se manifester, les célébrations de la médiocrité, de la vulgarité, de la bassesse, le culte de l'immoralité dans tous les domaines. Deux slogans vont dominer ces événements. Interdit d'interdire, jouissons sans entrave. Remarquons que les jeunes branlotins des milieux étudiants qui graffitaient sur les murs « interdit d'interdire » seront la génération politique de ceux qui, 40 ans plus tard, renverseront le slogan ainsi « il est interdit de ne pas interdire ». La tête enflée par l'ivresse du pouvoir, ils décideront désormais d'interdire ceux qui pensent mal et ne s'en priveront pas. Mai 68, c'est le débondement d'une jeunesse étudiante essentiellement bourgeoise qui montre son vrai visage de gosse trop bien nourri et mal torché. Des courageux qui n'hésitent pas à exprimer leurs idées creuses et ne rêvent que d'instaurer la table rase. Des courageux qui manifestent leur rage juvénile en lançant des pavés sur les CRS, dans les vitrines, qui cassent le matériel public, piétinent les massifs de fleurs, se vautrent sur les pelouses qui osent se doter du fameux panneau « pelouse interdite », etc. Bref, vivre libre, sans rien devoir à personne, ni avoir de compte à rendre, à condition que la collectivité paye, avoir tous les avantages de la vie sans les inconvénients, et surtout sans les responsabilités dirimantes. 1981, j'ai 36 ans. Élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Arrivée au pouvoir des socialo-communistes. Décidément, les Français, ils les veulent, les communistes. Je précise que le socialisme n'est qu'un communisme light qui se termine toujours par la faillite socio-économique pour laisser place aux systèmes politiques les plus totalitaires. Mitterrand n'a jamais été qu'un opportuniste, passant de l'extrême droite au socialisme. Le socialisme, proprement dit, ne durera que 3 ans avant l'imminence de la faillite. C'est le tournant de la rigueur et un exercice d'équilibrisme entre nationalisation et privatisation, entre le franc et le système monétaire européen, le SME, système précurseur de l'euro. Les 14 ans de son double septennat se solderont surtout par l'explosion de la fonction publique et la montée foudroyante de la dette publique, qui ne s'arrêtera plus jusqu'à nos jours, la poussée de l'immigration-invasion et son instrumentalisation par le pouvoir mitterrandien, la marche des beurs, la création de SOS Racisme, etc. Anecdote 1. À chaque élection présidentielle, dès l'annonce des résultats, succèdent des moments habituels d'euphorie dans le camp des vainqueurs. Les partisans du candidat fêtent leur champion et se laissent aller à la liesse. En 1981, les socialistes, suivis des communistes, accrochés à leur basque, retrouvent le pouvoir après plus de 20 ans d'absence. Le soir des résultats, ce fut un déferlement d'allégresse. Foule dans les rues, cris de joie, le fameux « on a gagné », le klaxon des voitures, etc. La fête durera toute la nuit. De ma fenêtre, je voyais des femmes danser dans la rue et hurler les bras en l'air. « Nous allons connaître le bonheur, nous allons connaître le bonheur !» Pauvres gens, braves gens,
S'ils avaient pu savoir qu'un jour viendrait où ils seraient les dindons de la farce. Anecdote 2. Très vite, les élections législatives ayant conforté le tout nouveau pouvoir, un mot d'ordre adressé à leurs proches et amis allait circuler quelque temps parmi les députés de gauche nouvellement élus. Rejoignez-nous, il y a des places à prendre. Quel beau slogan! Je ne sais si vous saisissez toute la substantifique moelle de cette expression, mais elle dégage une saveur symbolique qui ne trompe pas. L'État socialo-communiste vous appelle, rejoignez-nous, vous vous en mettrez plein les poches, en toute sécurité et sans vous fatiguer. Anecdote 3. Dans les temps qui suivirent, la municipalité locale de même couleur politique que l'élu national décida de supprimer la grille qui entourait un jardin public. Une jolie pièce de ferronnerie à hauteur de même, unie de portillons à gravité que l'on voit ou voyait souvent dans les squares. Qu'est-ce qui a pris la municipalité à le supprimer? Figurez-vous qu'elle fut victime d'un excès de zèle humaniste de la nouvelle ère socialiste. Pas de barrière entre les hommes. Slogan devenu à la mode. Et dans leur grande volonté de magnifier le symbole, les socialistes lui sacrifièrent cette pauvre grille qui ne demandait rien à personne. On supprime les barrières, on supprime les frontières, on se claque mur chez soi, on met des serrures 3 ou 4 points sur des portes renforcées, on couvre les environnements urbains de caméras de vidéosurveillance, on transforme les lieux publics en bunkers et on met des vigiles à chaque entrée, on accumule les actes d'incivilité, les violences urbaines, voire les actes criminels, tous les trafics possibles et inimaginables, mais on est humaniste, humaniste en diable. Et je ne parle pas des méli-mélos multiethniques, multiculturels, multiconfessionnels qui s'abattent sur la France. Je ne parle pas des polices municipales qui ont remplacé la police nationale, trop occupée à traquer ceux qui pensent mal, mais aussi, bon gré malgré, occupée avec les gendarmes à lutter contre les conséquences catastrophiques de la défrontiérisation du territoire national. Pas de barrière entre les hommes qu'ils osaient dire. 2025. Là, on a fait un grand bond en avant, ou en arrière, au choix. De la fin du gaullisme en 1969 à 2025, il se passe 56 ans. Et de la libération, point de départ de ma naissance, à 2025, il se passe 80 ans. Et ça ne me rajeunit pas. 2025, c'est ici qu'interviennent les 7 présidents de la République dont j'ai parlé plus haut. Je rappelle leurs noms: Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. J'ai connu un film qui s'appelait Les 12 salopards, mais j'ai vécu 7 présidents, les 7 S. Mettez ce que vous voulez derrière le S, et ce n'était pas du cinéma. Ils étaient ceux dont on peut affirmer, sans se tromper, qu'ils resteront pour l'histoire les traîtres qui ont tué la France. Ils sont tous coupables, tous responsables, à des degrés divers, même si l'on peut dire que les 3 derniers ont été ceux qui ont le plus contribué visiblement à l'effondrement de notre pays, dont le dernier, Emmanuel Macron, qui a mis un zèle particulier autant à mépriser nos compatriotes qu'à détruire le pays. Tous, et peut-être le suivant, devraient être traduits à titre posthume ou anthume devant le tribunal d'exception et être déchus de la nationalité française. Je dis bien tous, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais la place étant limitée, je vais m'en tenir à un exemple parmi les 7, le cas Pompidou. Oui, le brave Pompidou, et en finir avec l'image de papa gâteau de la République que certains ne cessent d'attacher à sa personne. 2 décisions gravissimes, à peine visibles sur l'instant, vont être prises durant son mandat. La loi du 1er juillet 1972, dite loi Pleven, contre le racisme, qui va être la loi mère et l'argument fatal, si l'on peut dire, de l'extraordinaire réseau de lois liberticides prises contre la France et les Français dans les 50 années suivantes. Quand on parle de loi antiracistes, il faut entendre loi anti-française.
La deuxième décision que je vais résumer très schématiquement, c'est la loi du 3 janvier 1973. Remarquez les dates où sont votées les lois les plus perfides de la République, quand les Français ont la tête ailleurs. Ne soyons pas étonnés, c'est une longue habitude. Je vais donc résumer très schématiquement cette loi du 3 janvier 1973, auquel ses détracteurs donneront le nom de loi Pompidou-Rothschild. Malgré le discours très compliqué pour noyer le poisson, cette loi a pour but d'interdire à l'État français d'emprunter à la Banque de France, sa banque centrale, pour l'obliger à emprunter sur les marchés de la finance internationale. Cela revient à mettre le trésor public français, c'est-à-dire la richesse produite par les travailleurs français, créateurs de valeur ajoutée, à la merci des grands requins de la finance internationale, et d'ouvrir les portes à toutes les spéculations les plus aventureuses, à commencer par le creusement abyssal de la dette publique. Désormais, c'était open bar pour les politiciens républicains. Ils pouvaient plonger les mains dans le marché secondaire et se servir à volonté pour masquer leur incompétence à coups d'emprunts permanents afin de combler les déficits budgétaires ou boucher les trous dans les finances publiques, ce qu'ils feront jusqu'à aujourd'hui. Depuis 56 ans, vous avez là l'explication au fait que notre dette publique himalayesque n'est pas loin de culminer les 4 000 milliards d'euros, près d'1 milliard par jour. Notons que l'endettement public, ajouté à l'endettement privé, fait de la France un des pays les plus endettés du monde à l'heure où je parle. Cela amène deux observations. Il existe au sein du ministère des Finances une agence appelée France Trésor, rattachée à la Direction générale du Trésor. Cette agence a pour mission de gérer la dette publique et la trésorerie de l'État au mieux des intérêts du contribuable. Au mieux des intérêts du contribuable qu'ils osent dire. Prenons-en acte et félicitons-nous que cet organisme ne faiblisse pas, car si on coupe le tuyau qui perfuse l'État français d'argent frais, dès le lendemain, il y a 10 millions de Français dans la rue qui tendent la main pour manger, en majorité des fonctionnaires. Deux questions se posent. La première, d'où viennent ces masses d'argent si généreusement distribuées à l'État français républicain? La réponse est, nous sommes censés ne pas le savoir. Bon, il y a des fonds souverains, les États riches en pétrole par exemple, mais il y a aussi de l'argent inconnu. Le marché secondaire est un formidable vortex de financiers spéculatifs, abondés tant par la valeur noble provenant du labeur de tous les travailleurs du monde que par des sources financières moins nobles comme les trafics de drogue, d'armes, la traite des humains. Bref, l'argent sale ou pas très propre, le plus souvent issu des paradis fiscaux dont on ne préfère pas connaître l'origine. On se pince le nez et on prend l'argent là où on le trouve. Posons-nous la deuxième question. Maintenant, mais alors, quelle est la contrepartie que les prêteurs exigent en garantie des bons du trésor qu'ils achètent? La France, mon ami, la France, un morceau de France par-ci, un morceau de France par-là, qu'on vend à la découpe. Des entreprises, des vignobles, des hectares de terres agricoles, des forêts, et puis notre immense, notre vaste patrimoine historique et industriel que le monde nous envie, et votre peau, les amis, votre travail, votre sueur, votre savoir-faire. Oui, futur esclave, c'est comme je vous le dis, notons que l'État n'étant plus le maître de sa monnaie nationale, Europe oblige, il ne peut même pas user occasionnellement de la planche à billets pour remonter la pente. Donc, la France est condamnée à terme à disparaître en tant que nation souveraine, et pas seulement par cette dilution dans l'Union européenne. La France n'a pas de prix, mais elle serait estimée à 80 000 milliards d'euros. J'ignore d'où vient ce chiffre et qui l'a estimé. Mais s'il est proche du réel, la voyoucratie républicaine qui gouverne la France à la godille et aux doigts mouillés peut taper dans la caisse à gogo et espérer s'accrocher au pouvoir encore longtemps et pour des générations. Pour en finir sur le cas Pompidou, posons-nous encore cette question. Comment ce petit professeur de lettres cantalou, normalien, auteur d'une anthologie de la poésie française, a pu devenir fondé de pouvoir de la Banque Rothschild, puis être propulsé président de la République, même s'il a été Premier ministre du général. Du premier, Pompidou, au 7e Macron, l'orbe des Rothschild n'a cessé de planer au-dessus des têtes des 7 derniers chefs d'État français. Quelques statistiques pour terminer.
1. Qu'est-ce que c'est vraiment un fonctionnaire? Comment le définir? Fut un temps où circulait cette définition de bon sens sur le site internet de l'INSEE et désignait fonctionnaire toute personne salariée sur les prélèvements obligatoires. Autrement dit, quand l'INSEE définit ainsi les fonctionnaires, il fait un aveu de taille. Il confirme officiellement que le fonctionnaire n'est pas déterminé par la désignation de son activité réelle, comme dans la société civile, un garagiste, un boulanger, un agriculteur, mais par le fait très général qu'il vit sur le pot commun. Inutile de préciser qu'une telle définition n'a pas fait long feu et a été remplacée par une définition moins terre-à-terre. Je cite: « La fonction publique désigne l'ensemble des agents titulaires et contractuels occupant un poste au sein de l'État, d'une collectivité territoriale ou des établissements publics de santé. » Le nombre de personnes statutaires ou non habilitées à percevoir soit un traitement, soit une subvention ou toute autre rémunération prélevée sur l'argent public ou prélèvement obligatoire se décompte ainsi. Fonction publique d'État, 2,2 millions. Fonction publique territoriale, 1,9 million. Fonction publique hospitalière, 1,2 million. RSA, 3 millions. Le système associatif subventionné, 1,8 million. Le parapublic autour de 1 million, mélange de public non concurrentiel et de privé, secteur nébuleux, difficile à déterminer, dont l'activité tarifée considérée de service public est soutenue à ce titre, SNCF, EDF, France Télévisions, Banque de France, Française des Jeux, Caisse de Sécurité Sociale, Pôle Emploi, la presse subventionnée, dite mainstream, faisant des journalistes de quasi-fonctionnaires, éditions, cinéma, sport, etc. D'une façon générale, des structures administratives culturelles, de santé ou commerciales subventionnées ou renflouées en permanence. Soit au total 11 millions d'emplois publics à travailler ou à ne rien faire, la population de la Belgique. Ne sont pas compris les allocataires des minima sociaux, concernant 7 millions de personnes, qu'il serait difficile de retirer à certaines catégories, ni les chômeurs, ni évidemment les immigrés de toutes conditions et toutes origines. 9 millions de personnes vivraient sous le seuil de pauvreté fixé à 950 € par mois. Que signifie ce chiffre de 11 millions, calcul général, fourchette basse? Cela veut dire que près de la moitié des actifs français sont des actifs non productifs. Le nombre d'actifs ayant un emploi sur le plan national étant de 24 millions, près de la moitié des actifs productifs fait vivre chacun des actifs non productifs par la valeur ajoutée produite de leur travail. Autrement dit, quand il se trouve que les actifs non productifs également égalent ou dépassent en nombre les actifs productifs, on est entré dans un système communiste, comme je l'ai déjà dit plus haut. L'État républicain français est devenu un État totalitaire. 2. La notion de haute fonction publique est aussi floue que l'organisation de l'État et tout ce qui touche à l'administration publique en général. Autant dans le privé, les organismes sont toujours présentés sur les sites corporatifs, lesquels ne sont pas avares d'informations propres à l'organisation de l'entreprise, autant il est très difficile de s'informer sur les structures brouillonnes de la multitude, que dis-je, des myriades d'organismes publics ou agences, dit souvent comités théodules, qui composent l'État républicain et les collectivités locales. Il est par ailleurs presque impossible de déterminer avec certitude le nombre de hauts fonctionnaires du service public, le nombre qui serait d'environ 48 000, alors même que je suis tombé aussi sur le nombre de 100 000. Entre les deux chiffres, il doit bien y avoir une vérité. Le traitement qui définit le haut fonctionnaire tournerait autour de 6 000 à 42 000 €, traitement du gouverneur de la Banque de France. Pour la plupart, si l'on ne doute pas des écoles dont ils sont issus, on ignore cependant qui ils sont, quel est le niveau de leur responsabilité. Compte tenu de la désorganisation aboutie et désastreuse de l'État français républicain sous la houlette socialo-communiste depuis des décennies, on ne peut que compter sur l'honnêteté et les compétences de la partie la plus responsable du personnel encadrant de l'État pour faire tourner la boutique. Il faut aussi croire en Dieu. 3. En 1965, période gaulliste, le nombre d'étudiants en France était de 380 000. En 2025,
Ce nombre frise les 3 millions, soit un total multiplié par 8 en 60 ans. En son programme, en 1965, la France s'équipait de grands barrages hydrauliques, se préparait à lancer son programme nucléaire, à faire voler Concorde, le premier Airbus, lancer son programme spatial, autoroutier, le train à grande vitesse, etc. En 2025, la machine est grippée, vous semble tourner à vide. À part de faire durer le plaisir de vivre aux frais de papa et maman, à quoi sert-il à la France d'entretenir aujourd'hui une telle multitude d'étudiants ne plus savoir quoi en faire, ou être en surnombre dans des disciplines universitaires strictement inutiles quand la France est devenue, par exemple, un désert médical. En 4, la région Île-de-France comprend 45 millions de mètres carrés de bureaux à usage public et privé. La notion de secteur tertiaire étant assez floue, je parlerai plutôt du poids considérable de la bureaucratie dans le spectre économique général. J'ignore si l'on peut déduire le nombre de mètres carrés par bureaucrate, mais le chiffre de 45 millions de mètres carrés potentiellement occupés par la seule IDF renforce l'importance des non-productifs sur les productifs et renchérit le coût du travail, donc le coût de la vie, même si la bureaucratie du privé entre dans le champ des productifs. 5. 560 000 élus de la République. Pourquoi faire et pour quels résultats? Ce sont les conseillers municipaux qui représentent la part la plus importante. On peut légitimement se demander à quoi servent des conseillers municipaux. La plupart du temps, des lambdas locaux se distinguant plus par leurs idéologies insanes que par le bon sens commun propre à l'appréhension des réalités locales. Une ville de 100 000 habitants est représentée par 50 conseillers, une ville de 2500 par 20. Le plus souvent des élus sur des listes politiciennes, donc des gens à l'esprit brouillé par leurs idéologies. En quoi seraient-ils plus qualifiés que d'autres habitants en capacité de responsabilité afin de savoir ce qui est bon ou pas bon pour le bien de leur ville? Bref, terminons par ceci. De 1945 à 2025, base de ma réflexion de boomer octogénaire, il s'est passé 80 ans d'une France meurtrie au départ par la sale guerre de 39-45, puis est montée bien haut dans les 30 glorieuses, pour retomber bien bas, j'oserais dire au-dessous, très au-dessous de son relèvement, comme si elle avait subi un arrêt cardiaque en cours de route, la frappant d'atonie, voire d'incapacité à se mouvoir, à se relancer. Peut-être que le peuple français n'est plus le peuple français, que les Français ne se reconnaissent plus, ne s'entendent plus sur rien, que les idéologies ont rongé le pays en même temps que le cerveau de nos compatriotes, tandis que la France est sur le point de disparaître comme elle ne l'a jamais été en 1500 ans d'histoire. Le relèvement ne peut être que moral et civilisationnel et ne se fera que si les Français retrouvent les vertus qui ont fait la France d'antan. Un grand pays admiré et respecté et non le marécage nauséabond qu'elle est devenue sous la présidence désastreuse de 7 présidents de la République déjà cités et que j'ai traité de S, ce que je maintiens. À vous de conclure. Likez, abonnez-vous, partagez, faites tourner autour de vous. Merci.